Alors, Marc Wageber, on va continuer notre série. Pourquoi pas? On a commencé, autant continuer. Et balade. Une belle balade d'ailleurs. Et qui d'ailleurs donne des résultats, puisqu'il y a des gens qui s'y intéressent, qui chroniquent vos chroniques. Aujourd'hui, Fernand Cromlinck. Le mois dernier, on avait vu Michel de Gelderode. Et je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons à faire entre les deux, même si Fernand Cromlinck est né 15 ou 20 ans plus tôt, mais qui est mort beaucoup plus vieux. D'abord, première remarque, ils sont tous les deux des hommes de théâtre. Ils ont fait autre chose, mais enfin connus comme hommes de théâtre. L'après 1918, c'est le triomphe de Cromlinck. Et à Paris, l'après 1945, c'est le triomphe de Michel de Gelderode. Ouais. Et que dans les deux cas, ça dure environ 5 ans. Moi, j'ai retenu évidemment deux grands noms, enfin deux grandes pièces les plus connues, Le Cocu magnifique bien sûr, et Karine ou La jeune fille folle de son âme. Et je trouve que dans les deux cas, on trouve, comme je l'ai dit, des ressorts psychologiques très étranges, très curieux et qui sont... Bon. Je vais résumer Le Cocu magnifique de manière telle que je l'ai vu. Vous me direz après si c'est correct ou pas, parce que je trouve quand même que ça va très loin. Donc, pour se prouver qu'il est trompé, un mari jaloux voue sa femme d'abord à son meilleur ami, déjà, c'est un problème, puis à tout le village, avant de se glisser lui-même déguisé parmi les séducteurs, donc il faut quand même déjà être fort travaillé, mais sans arriver à faire la lumière. Et à la fin, sa femme en a marre, elle le balance, elle part avec le premier venu. Bon. C'est pas tout à fait le premier venu. Ah bon? Mais non, parce que c'est le bouvier, enfin, donc c'est le paysan du coin, alors que son mari est l'écrivain public, ce qu'on dit très peu. Le Cocu magnifique, c'est celui qui écrit pour tout le village qui ne sait pas écrire. Voilà. Et je trouve que c'est pas du tout anecdotique, parce que un des premiers qui, dans la représentation, déboule au premier acte, c'est le bouvier qui va partir avec la belle Stella à la fin du récit, et qui vient lui demander d'écrire une lettre, en fait, pour sa femme. En effet, il a dit toutes les déclarations d'amour pour tous ceux qui soupirent après sa femme, sauf lui. Ça a été adapté pour le cinéma, avec Jean-Louis Barrault d'ailleurs, et ça a même fait l'objet d'un film italien. Je ne sais pas si vous le savez. Si, il y a eu un remake du Cocu magnifique, en italien, avec, tenez-vous bien, Ugo Tognazzi et Claudia Cardinal. Mais ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que Silvio Berlusconi tombe amoureux de sa deuxième femme à Milan, où elle joue Stella dans le Cocu magnifique. Voilà. Je pense que la scène du sein a bien sûr dû être déterminante, mais voilà. Mais Tognazzi, je ne savais pas. Alors, l'autre pièce de théâtre que je trouve tout à fait également vraiment très originale, parce que le sujet, moi j'avais jamais entendu un sujet pareil, c'est évidemment Karine ou La jeune fille folle de son âme. Et je précise pour vous qu'après cette chronique, Monique Dorcel va lire un texte. Ah, c'est chouette ça. Tiré de Karine, elle l'a déjà fait, et elle fait d'ailleurs ça maintenant depuis plusieurs mois, elle lit des textes des auteurs que vous présentez. Et ben voilà, là, fraîchement sortie du couvent, Karine se voit confrontée brutalement, au cours de ses noces avec Frédéric, à la réalité du monde des adultes, la chair, etc. Et puis, je passe les détails, elle finit par se rendre compte qu'en fait, elle est avant tout folle de son âme. Alors bon, on peut sortir tout ce qu'on veut de ça, mais je ne vois pas la bouffonnerie là-dedans, je ne vois pas les masques, je ne vois pas, même pas la Flandre. Moi, ce qui me paraît intéressant dans les deux cas, c'est que c'est un cas d'exacerbation jusqu'à l'hallucination. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Cromlinck, en fait, il a tout fait. On le connaît comme homme de théâtre, il a fait un roman policier, on l'a évoqué, mais... Il a fait des traductions. Il a fait des mises en scène. Des mises en scène. Il a été comédien aussi. Oui, tout à fait. Bon, donc, il était journaliste aussi. Et alors, ce dont on parle peut-être moins, mais je voudrais qu'on l'évoque quand même, c'est... il a quand même participé à toutes ces choses modernes qui étaient à l'époque le cinéma. Il a fait beaucoup d'adaptations. Bon, d'abord, au départ, c'était des films muets, en 1912, etc. Pour un certain Alfred Machin, d'ailleurs, qui était un metteur en scène qui avait parcouru toute l'Afrique, comme un safariste, si je peux dire. Et en 1912, il a fait le premier long-métrage belge à Gand. C'était l'histoire de Mina Classen, je ne sais pas si vous le savez. Mais alors, en 1914,
il a fait un film qui s'appelle Maudite soit la guerre, et c'est lui qui en a fait donc l'adaptation, etc. Et là-dedans, on voit des triplans, des biplans qui se font la guerre. Et ils avaient même, ça se faisait d'ailleurs au château du Carrevelt, dans des studios vitrés. Donc c'était vraiment le tout début, Ouais, le début, avec des films qu'on peignait à la main. Donc c'est pour dire qu'il était quand même toujours un peu en avance sur son C'est époque. intéressant ce que vous dites, parce que je pense qu'on a trop peu travaillé la période de la Première Guerre mondiale chez Cromlinck. Dans les années 1916, il se retrouve dans des cabarets, l'image de Notre-Dame et tout ça, avec le jeune Gelderode, que lui est l'aîné, Oui. le jeune Pansars et le jeune Verbeau. Et donc ils sont dans la Belgique occupée, ils ne sont pas sur le front ni en France, dans toutes les contradictions que ça suscite. Et à l'époque, il crée un truc qu'il appelle le théâtre volant. Ah, ça j'ignorais, oui. Donc, ce serait amusant de voir justement, de prendre vraiment ces années et de comprendre pourquoi on passe des Amants puérils, qui est un chef-d'œuvre, au Cocu magnifique. Et si on replonge ça dans les circonstances des années folles, et puis de la montée du nazisme, et la dernière pièce de Cromlinck, La folie de Monsieur Dom, c'est le moment où Hitler prend le pouvoir. On s'est toujours demandé, on n'a pas de réponse sûre. Mais si ça n'avait pas à voir, brusquement, la folie qui n'a pas arrêté en fait de pressentir, de décrire autrement, elle est au pouvoir. Et il arrête d'écrire. Il n'arrête pas d'écrire, mais il arrête d'écrire ce théâtre-là. En conclusion, comment est-ce qu'on peut situer Cromlinck, qui est peut-être moins connu que de Gelderode, Ouais. dans la littérature belge, je dirais, du 20e? Il est le chaînon absolu. C'est-à-dire qu'entre Maeterlinck, entre les symbolistes, et la jeune génération de l'après-guerre, dont Gelderode est un des symptômes les plus clairs, il est, comme Franz Hellens, une des grandes charnières. J'ai ici à mes côtés un très grand auteur dramatique, M. Fernand Cromlinck, qui est d'origine gantoise, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, M. Cromlinck? Je suis d'origine entre Courtrai et Gand. Entre Courtrai et Gand, très exactement. Eh bien, M. Franz Hellens vient d'évoquer pour moi un peu la situation, c'est-à-dire qu'il vient en fin de son intervention de me parler de la situation des écrivains belges à Paris. Vous qui, de tout temps, avez vécu à Paris, vous pourriez peut-être me dire quelques mots à ce sujet-là. Mais je me suis jamais senti étranger à Paris. Non. D'abord parce que j'y étais né, Oui. ensuite parce que j'étais de mère française, et ensuite parce que j'ai été accueilli dès ma 20e année comme un écrivain français, car les critiques à Paris jugent de la langue d'abord. Oui. Et comme je ne parle pas marolien, marolien, vous savez, c'est un langage mi-franco, mi-français, mi-wallon, mi-flamand, qu'on parle dans les bas quartiers de Bruxelles. Et comme j'écrivais en français, ils m'ont pris pour un français tout de suite, c'est-à-dire accueilli avec bienveillance.